Je remercie Bernard Millet, président de l'AFNU, de son invitation à dire quelques mots dans le cadre de cette journée sur le multilatéralisme. Nous vivons une période difficile. Le multilatéralisme suscite dans les commentaires faits ici ou là beaucoup de scepticisme. Il est indéniablement en crise. C'est d'ailleurs le sous-titre choisi pour le dernier numéro de Questions internationales, revue de la documentation française. Alors, cette crise, elle n'est pas nouvelle, on ne la découvre pas. Elle s'est progressivement installée et elle a, je crois, à l'évidence, franchi un degré supplémentaire lorsque la principale puissance, sous la présidence de Donald Trump, s'est ouvertement et violemment attaqué au multilatéralisme et notamment à l'ONU. Alors, comment se manifeste cette crise? Y a-t-il quand même des éléments qui permettent d'atténuer le pessimisme que ressentent les défenseurs du multilatéralisme? Voilà, ce sont les deux points que je souhaiterais évoquer maintenant. Alors, parmi les manifestations de la crise, quelques éléments me paraissent particulièrement préoccupants. D'abord, il n'y a plus, ou disons presque plus, de grands traités multilatéraux, ces accords majeurs à vocation universelle qui étaient conclus. L'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique et l'aboutissement de longues négociations, je dirais de longs errements après la conférence de Rio de 1992 a été une exception dans la période actuelle. Il y a encore quelques négociations en cours, comme la conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones hors juridiction nationale, mais elles sont rares. Au surplus, les textes des conventions, quand on les examine, n'est-ce pas, sont devenus progressivement plus déclaratoires, moins contraignants. Il y a moins d'obligations juridiques, plus d'engagements politiques. C'est une érosion. C'est d'ailleurs le cas de l'accord de Paris, qui a cependant, et je veux le souligner, le grand mérite d'exister. Et puis certains textes qui étaient considérés ou qui, comme des grands progrès, des grandes avancées sur le plan du droit, ont en outre été animés dès le départ. Enfin, moi, je vois qu'on constate les conséquences aujourd'hui. La Cour pénale internationale souffre, par exemple, de n'avoir eu ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie parmi les États partis au statut de Rome. Dans le domaine des échanges commerciaux, comment ne pas constater aussi que l'OMC est dans une situation très difficile? La réalité, je crois, est que la coexistence équitable des économies libérales et du capitalisme d'État chinois n'a pas été réalisée. On peut ajouter, je crois que ce n'est pas nouveau, mais c'est aggravé que bien des États s'affranchissent des règles qu'ils ont pourtant parfois créées ou qu'ils se sont engagés à respecter. La Charte des Nations Unies, qu'il s'agisse de l'interdiction du recours à la force en dehors de la légitime défense ou de certaines sanctions, à l'évidence pas suffisamment respectées. Et j'ajouterais que sur ce point et d'autres, les plus grandes puissances donnent souvent le mauvais exemple. Et au fond, les États-Unis ont depuis maintenant des décennies navigué de l'unilatéralisme au multilatéralisme selon les sujets à leur convenance, et Donald Trump était, lui, pour une approche, alors là, radicalement unilatérale. La Chine, en devenant l'une des deux grandes puissances, derrière une façade favorable aux institutions multilatérales universelles, d'ailleurs, où elle étend son influence, fait aussi ses choix, je veux dire, en essayant de créer un multilatéralisme économique parallèle
à son avantage. Quant à la Russie, ne pouvant exercer une influence, aujourd'hui, elle met en avant le principe de souveraineté défendu à tout crin. Elle est en quelque sorte en embuscade pour profiter des situations. Alors, dans ce contexte, je crois que les tenants du multilatéralisme s'alarment, bien sûr, aussi de la signification profonde de cette crise, car elle reflète des évolutions dans la pensée. On voit bien, je crois, que les vertus cardinales du multilatéralisme sont un peu oubliées. Au-delà même des grandes puissances, il y a d'autres États aujourd'hui qui considèrent qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner en suivant la ligne multilatérale. Au fond, l'idée que si chacun donne quelque chose, coopère, finalement, tout le monde gagne à cette solidarité, au fond, cette idée suscite actuellement un scepticisme qui s'étend. Et parallèlement, l'espoir que la gouvernance du monde puisse être guidée davantage par le droit et les principes, et sans être naïf, je veux dire que, et un peu moins par la seule géopolitique, au fond, cet espoir s'estompe. Alors cela se manifeste dans les décisions du Conseil de sécurité. Il y a en effet, sous la pression des souverainistes, je crois, un retour en arrière dans la prise en compte des droits de l'homme par le Conseil, qui s'était développé à partir des années 90. Disons, pour dire les choses brièvement, que l'idée de sécurité humaine est en recul. On peut d'ailleurs ajouter à cet égard que dans le monde, la référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est plus aussi partagée qu'autrefois et que l'universalisme des droits est contesté. Je veux dire, à l'ONU, la Chine essaie de faire prendre en compte son modèle, et la contestation vient aussi du monde arabo-musulman. Alors cela, c'est une évidence, reflète un certain affaiblissement dans le domaine de la pensée, de l'influence occidentale dans le monde. Alors, je voudrais, après ce constat, relever quand même des points, quelques points qui viennent atténuer un peu le pessimisme ou la radicalité des propos que l'on entend parfois, notamment dans les médias. D'abord, je crois qu'il faut le souligner, au cours des années, le multilatéralisme a quand même créé des fondations. Alors les bases sont là. Elles sont fragilisées, comme je l'ai indiqué, mais elles existent toujours. On ne pourrait d'ailleurs pas les remplacer. Ce ne sont pas le plus souvent les institutions qui sont en cause. Ce sont les États qui ne recherchent pas suffisamment des solutions par la coopération et ont même parfois aussi tendance à manipuler les institutions à des fins politiques. Alors, cela étant dit, il reste que certaines organisations doivent faire des progrès. Et je pense que l'OMS, par exemple, doit aller au-delà de ce qui avait été fait concernant le règlement sanitaire international après la crise du syndrome respiratoire aigu sévère, ce qu'on appelle le SRAS. J'ajouterais que si le système concernant la sécurité collective a des ratés sérieuses sur des dossiers stratégiques comme la Syrie, il fonctionne quand même sur d'autres crises qui sont moins stratégiques pour les grandes puissances. Imaginons une seconde ce que serait l'Afrique sans les casques bleus. Alors, ces dernières années, il y a eu suffisamment d'entente quand même pour faire des progrès dans les opérations de paix. L'autre point conduit aussi à nuancer les analyses totalement pessimistes, c'est le résultat des élections américaines qui se traduit déjà par un arrêt des attaques de Washington contre l'ONU, un retour des États-Unis dans la Convention sur la lutte contre le réchauffement climatique et me semble-t-il, un frémissement sur le dossier nucléaire iranien qui pourrait, en tout cas il faut l'espérer, avoir des effets. Cela dit, il ne faut pas se faire d'illusions sur les travaux du Conseil de sécurité à venir, même si le dialogue sur certains dossiers va sans doute s'améliorer. La compétition entre la Chine et les États-Unis est installée et elle va continuer à se manifester à l'ONU, et notamment au Conseil de sécurité, avec des blocages s'ajoutant à ceux provoqués par la Russie.
Pour terminer, je dirais que l'analyse de la situation du multilatéralisme doit aussi s'étendre aux régions. Ce qui est aujourd'hui affecté, c'est surtout le multilatéralisme universel. Alors, je ne pense pas que le multilatéralisme régional pourrait remplacer l'ONU, bien sûr, ou même d'autres organisations de la famille des Nations Unies. Mais il est quand même important de noter que l'Union africaine, par exemple, avance quand même dans le domaine de la sécurité. Alors, c'est difficile, mais elle avance quand même. Dans le domaine commercial, des accords régionaux ont été passés récemment en Asie. Donc, tout ça, ce sont quand même des points positifs. Alors, un mot enfin de l'Europe. Nous sommes, nous les Européens, je dirais à cause de l'histoire, toujours en avance, l'histoire récente, toujours en avance dans la coopération régionale. Aucune région n'est allée aussi loin dans cette voie. Alors, on critique beaucoup l'Union européenne, notamment aujourd'hui en regardant les médias. Alors, on la critique souvent à juste titre. Elle n'a pas très bonne presse dans la population. Je crois elle est notamment mal comprise parce que ces institutions sont des institutions complexes qui apparaissent trop éloignées des peuples. Et puis, elle sert aussi souvent de bouc émissaire. Alors, on voudrait qu'elle fasse ce qu'elle n'a pas été mandatée souvent de faire. Quand j'entends ces critiques, je me dis c'est donc qu'il y a une demande d'Europe. Hein. On voudrait aussi que l'Union européenne soit moins naïve. Cela revient aussi à dire que l'on voudrait qu'elle soit un acteur mondial pour mieux protéger les Européens. C'est d'ailleurs ce qu'elle a commencé à faire en matière de régulation des GAFA, et elle ira sans doute sur ce point plus loin. Dans cette période de crise sanitaire, comme dans la crise financière il y a une dizaine d'années, plus, je crois que contrairement à ce que l'on peut lire ici ou là, l'Union européenne a finalement avancé, progressé. Et, pourquoi? Parce que ce sont les crises qu'elle subit de l'extérieur qui la font avancer. Alors pour conclure, je dirais que sans être totalement noir, le ciel est quand même assez sombre. Et dans ce contexte, tout ce qui peut être fait pour recréer un élan en faveur du multilatéralisme, comme l'alliance lancée par l'Allemagne et la France à l'Assemblée générale de l'ONU il y a 2 ans, est le bienvenu. Hein. C'est un peu la mission, je pense, des pays européens. S'ils peuvent obtenir qu'une majorité significative d'États mène ce combat avec eux, en s'engageant au-delà des paroles, cela serait déjà pas mal. Il me semble par ailleurs que le multilatéralisme universel a besoin de succès aujourd'hui, comme ceux qui avaient été obtenus il y a une vingtaine d'années par le regretté Kofi Annan à l'origine des objectifs du millénaire pour le développement, afin de galvaniser les énergies vers des buts qui soient des buts simples. Il faut être concret, travailler notamment aujourd'hui sur le secteur de la santé. Et là, la société civile, les grandes fondations, les ONG ont un rôle très important à jouer pour réaliser une telle ambition qui a besoin des peuples. N'oublions pas que c'est en leur nom que la Charte des Nations Unies a été adoptée. Je vous remercie.